L'homme est-il naturellement sociable? Autrement dit, la société est-elle pour l'homme quelque chose qui correspond intimement à sa nature profonde et qui serait donc pour lui comme sa destination naturelle et nécessaire? Ou bien au contraire, la société ne serait-elle pas pour l'homme quelque chose de finalement contingent, comme même une contrariété, qui viendrait l'empêcher d'être véritablement lui-même? Alors vous connaissez sans doute déjà la réponse classique d'Aristote, qu'il écrit dans son ouvrage La Politique, au livre 1, paragraphe 2. Aristote nous dit que l'homme est par nature un animal politique, et qu'il est même l'animal le plus politique de tous les animaux qui vivent en société. Quand Aristote dit que l'homme est par nature un animal politique, ce qu'il entend par là, c'est que c'est dans la polis, dans la cité, c'est-à-dire cette organisation politique parfaite, parce qu'elle est autarcique, parce qu'elle est autonome, eh bien, c'est uniquement dans cette cité, dans cette polis, que l'homme va pouvoir développer, réaliser, achever toutes ses potentialités, toute sa nature. C'est là seulement où il pourra utiliser à plein son langage pour discuter du juste et de l'injuste, et sa raison. Autrement dit, c'est seulement dans la cité que l'homme atteint ce qu'il avait à être, c'est-à-dire qu'il développe l'ensemble de ses capacités proprement humaines. C'est la cité, c'est la société qui fait l'humanité de l'homme, pleinement. Alors, d'autres philosophes, déjà à l'époque d'Aristote, mais aussi bien plus tard en histoire de la philosophie, vont s'opposer à cette vision naturelle de la sociabilité de l'homme, et vont dire que la société est au contraire quelque chose qui s'oppose profondément à l'individualisme premier, ou plutôt à la solitude première et présociale de l'humain. Vous reconnaissez probablement ici la pensée de Jean-Jacques Rousseau. En effet, Rousseau, dans par exemple son essai sur l'origine des langues, oppose un printemps perpétuel sur la Terre, qui était celui de la vie heureuse et solitaire de l'homme, à cette vie où l'homme s'impose sans nécessité l'esclavage, les travaux, les misères inséparables de l'état social. Sans nécessité, cela signifie que pour Rousseau, la vie sociale est contingente, elle n'est pas nécessaire, elle aurait très bien pu ne pas arriver. Et si elle est arrivée, c'est à cause de ce que Rousseau appelle un funeste hasard, c'est-à-dire par exemple une raréfaction des denrées qui a poussé les humains à s'associer simplement pour survivre. Les hommes ne se sont rapprochés que sous la contrainte de l'environnement. Donc ce n'est pas en vertu d'un appel intérieur que l'homme est entré en société. Alors certes, pour Rousseau, dans la société, les hommes pourront développer certaines vertus, mais ils pourront surtout développer les plus grands vices. Alors, parvenu à ce stade, un auteur qui va me permettre de penser à la fois les deux bouts de la chaîne, de tenir à la fois les deux bouts de la chaîne, c'est Emmanuel Kant, avec un concept assez étonnant, a priori, c'est le concept d'insociable sociabilité. En effet, dans la 4e proposition de son idée d'une histoire universelle, Emmanuel Kant dit qu'il entend par antagonisme l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur tendance à entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire, qui menace sans cesse de scinder cette société. On voit donc bien qu'il y a pour Kant une essentielle ambivalence dans la nature humaine, à la fois un mouvement associatif, un mouvement à s'associer aux autres, et en même temps une répulsion profonde qui le pousse à s'en séparer violemment. Pour Kant, à la fois, l'homme ne peut pas souffrir ses compagnons, les autres hommes, et en même temps, il ne peut pas s'en passer. Et donc la société pour Kant, c'est cette coexistence nécessaire d'antagonisme inévitable. Et pourtant, nous dit Kant, cette vie sociale va produire sur les égoïsmes individuels une étrange conséquence. C'est qu'en effet, l'aiguillon de la vie sociale, l'aiguillon porté sur l'égoïsme, va pousser les humains à développer leurs capacités. Et Kant se félicite donc de cette situation de rivalité entre les humains. Il en remercie même la nature en écrivant que la nature soit donc remerciée pour ce caractère peu accommodant,
entre nous, pour cette vanité, cet égoïsme, cette vanité qui rivalise jalousement, pour ce désir insatiable de posséder ou même de dominer, sans elle, toutes les excellentes dispositions naturelles sommeilleraient éternellement à l'état de germe dans l'humanité. Et l'on comprend donc ici, avec Emmanuel Kant, que la société est ce lieu où les égoïsmes peuvent se raffiner, disons, ce lieu où les égoïsmes peuvent se civiliser, et où l'individu peut devenir finalement, pour lui-même comme pour les autres, beaucoup plus intéressant. Kant nous parle de l'insociable sociabilité des hommes. Eh bien moi, Arthur Schopenhauer, je voudrais aussi décrire cette ambivalence par un apologue, et le voici. Par une froide journée d'hiver, une bande de porcs-épis se serraient étroitement les uns contre les autres, de façon que leur chaleur mutuelle les protège du gel. Mais ils ressentirent bientôt l'effet de leur piquant, ce qui les fit s'écarter. Quand le besoin de se réchauffer les eut à nouveau rapprochés, le même désagrément se répéta, si bien qu'ils se trouvèrent ballottés entre deux mots jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la distance convenable à laquelle ils pouvaient le mieux se tolérer. Et l'on voit donc que la distance moyenne que les hommes finissent par découvrir, et qui leur permet d'être ensemble au mieux, c'est la politesse et les bonnes manières. Ainsi, à celui qui ne se tient pas à cette distance, on crie en Angleterre « Reste à distance »,« Keep your distance ». Celle-ci, il est vrai, ne satisfait qu'incomplètement le besoin de se réchauffer mutuellement, mais en revanche, elle évite la blessure de piquant. Cependant, celui qui possède en propre une grande dose de chaleur intérieure préfère s'éloigner de la société pour ne pas causer de désagréments ni en subir. Et pour moi, Arthur Schopenhauer, je vois dans cet homme un individu de caractère.